quand on parle de choses transmises, il y a toujours cette course au pardon. Ou tiens, est-ce qu'il faudrait que je parle avec ma mère, avec mon père? On veut pas aller trop vite et pour ça, il faut absolument faire de la place à la colère, au dégoût, à la révolte, parfois même à l'envie d'annihiler les personnes qui nous ont fait du mal. C'est normal, hein, c'est humain. C'est des réponses défensives du système nerveux. Il faut qu'on ait pu compléter nos réponses défensives de survie dans le corps avant d'arriver à une idée quelconque du pardon, de se libérer, d'apaiser la relation, etc. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans notre 3e épisode du format Un café avec Camille, dans lequel je rapporte vos histoires. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné ces 3 histoires parce qu'elles sont marquantes, très marquantes en elles-mêmes, et elles sont marquantes par leur variété et leur similitude en même temps, parce qu'elles rejoignent toutes un thème, et ce thème, c'est les conséquences sur la santé physique et mentale dans la vie quand on a vécu des traumatismes dans l'enfance. Donc je vais partager les histoires de Cathy, Anka et Camille. Cathy a vécu une éducation hyper rigoureuse et violente, selon ses propres mots. Elle a grandi dans ce qu'on appelle un désert émotionnel. Anka a vécu l'abandon et puis la violence, l'humiliation. Et Camille a assisté à une violence indescriptible dans son enfance et bien sûr qu'a laissé des empreintes traumatiques profondes. Déjà, je veux vous dire que vous lire et lire vos histoires, vraiment, c'est pas neutre pour moi. Le fait de préparer ces épisodes, c'est pas neutre pour moi du tout. Et ça me fait ressentir tellement de compassion et aussi de peine et de révolte aussi à l'intérieur de moi sur la façon dont on traite les enfants. Je veux partager ici avant de commencer l'épisode que j'ai une colère universelle en moi sur ce sujet et je sais qu'une partie de mon travail est motivée par vraiment une volonté que je vais appeler féroce que ça change. On ne peut pas traiter les enfants de la sorte. Un enfant, c'est une petite personne. C'est pas une sous-personne. Un enfant n'est pas moins. Un enfant, s'il est quelque chose, il est plus. Il est plus intuitif, plus sensible, plus spontané, plus rempli d'amour, plus éveillé, plus émerveillé. Ils sont plus. Et ils ont besoin de nous pour garder ça vivant en eux, que ça s'éteigne pas. Vous savez, ma fille, elle a 1 an et demi, et tous les jours, il y a des moments où je plonge dans ses yeux. Et il y a l'univers dans ses yeux. D'un côté, il y a l'immensité du grand tout, et de l'autre, il y a rien d'autre que cette seconde, cet instant. Il y a tout et il y a rien à la fois. Rien dans le bon sens, juste l'instant présent complètement déchargé de ce qui s'est passé juste avant, de ce qui se passera juste après. Il y a cette brillance indescriptible. Et à chaque fois que je regarde les yeux de ma fille, je me dis « Waouh, ma vieille, t'as une sacrée mission. » Aussi parce que je me sens vieille quand je la regarde dans les yeux. T'as la plus grande mission de ce monde. Que cet éclat qui brille, il puisse continuer de le faire, qu'il puisse continuer de briller, que le feu ne s'éteigne jamais. Et ça, c'est à toi d'y veiller. Et je vais vous le dire, je ne me sens pas à la hauteur de cette mission la plupart du temps. Clairement, elle me paraît immense pour la petite personne que je suis. Mais elle est bien présente dans ma tête, cette mission. Et elle me revient à chaque fois que je regarde Lila dans les yeux. Quand je la vois dormir, quand elle crie à plein poumon, totalement émerveillée parce qu'elle a vu un pigeon. Et ça me rappelle que moi, je n'arrive plus à m'émerveiller devant un pigeon. Dans tous ces moments-là, cette mission, elle est rappelée à moi. Et je suis triste quand je pense à tous ces enfants dont le feu de la vie brillait dans leurs yeux et qui a été éteint. Et on le voit dans les adultes d'aujourd'hui. Il n'y a plus cette brillance dans les yeux. Et c'est sûrement pour ça que je me sens pas toujours à la hauteur de cette grande mission aujourd'hui. Et en même temps, c'est ok parce que j'ai conscience de cette grande mission. Ce qui est déjà un grand pas et qui me fait aller dans la parentalité complètement différemment. Donc cet épisode n'est pas un épisode sur la parentalité, mais il concerne les enfants. Il concerne les enfants que vous avez été. Et donc cette grande introduction pour arriver à ce que j'aimerais explorer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est les conséquences sur la santé physique et mentale d'avoir grandi dans des environnements qui sont remplis d'adversité. Et des environnements remplis d'adversité, les déserts émotionnels, ça fait partie de ça. Des foyers où nos émotions ne sont pas les bienvenues, pas mises en miroir, pas reflétées, pas reçues, pas accueillies. Donc comme d'habitude dans ce format, je vais lire vos histoires et y répondre dans l'espoir de vous donner quelques pistes. Et je rappelle cet avertissement, ces épisodes ne sont pas et ne remplacent en aucun cas
une séance de thérapie ou toute autre forme d'accompagnement. Moi, je suis formée en Somatic Experiencing, en IFS, donc Internal Family Systems, en théorie polyvagale et sur les traumatismes de façon générale. Donc, mes réponses, je pense, ont une certaine cohérence et une pertinence. Et il est évident que le format du podcast n'est pas une séance de thérapie. Ok, ce format, il est pensé pour continuer à faire ce que je fais sur le podcast, et c'est-à-dire expliquer les concepts en les illustrant de façon à ce que vous vous reconnaissiez dans ce que je partage. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que les histoires partagées, elles contiennent des éléments difficiles, même juste à écouter, donc assure-toi d'être dans de bonnes dispositions pour écouter cet épisode. Et si c'est pas le cas, si tu ne te sens pas aujourd'hui dans de bonnes dispositions, il y a 140 autres épisodes sur le podcast, donc tu peux aller en écouter un autre si tu veux être en contact avec le sujet. Ok, je vais démarrer avec l'histoire de Cathy. Merci Cathy de m'avoir écrit, et tu me dis, je m'appelle Cathy, j'ai 56 ans, je suis l'aînée d'une fratrie de 2 filles. J'ai grandi en portant sur mes épaules les exigences de perfection d'un père colérique, cadre supérieur très stressé, ainsi que le besoin de reconnaissance d'une mère ouvrière, soumise, très attachée à donner une bonne image. Mes parents ont grandi au sein de familles nombreuses et ils ont subi des drames et une éducation rigoureuse et violente qu'ils ont malheureusement reproduite. Laisser pleurer était censé apprendre à vivre, une fracture du poignet pouvait attendre, tuer douillette, mais casser un verre était un drame durement puni. J'ai trouvé bien plus d'affection chez ma nounou d'origine espagnole et dans sa famille chaleureuse. Mes parents, eux, ne savaient pas faire autrement, ou en tout cas cela me fait du bien de le croire. Sur le plan sentimental, j'ai choisi à 2 reprises des hommes colériques et violents. Avec le recul, je pense que c'est lié à un manque de confiance en moi. Je pensais ne pas valoir mieux. Je suis malgré tout restée 25 ans avec le père de mes enfants, souvent au chômage, dans une relation faite de hauts et de très bas, au sein d'un climat explosif qui a épuisé mon système nerveux. J'ai longtemps vécu sur le qui-vive, y compris dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans différentes entreprises, dans des services clients, export particulièrement stressant. Bien que j'ai fait des études supérieures, mon manque de confiance m'a cantonnée à des postes d'assistante. Sur le plan de la santé, cette vie cabossée a eu des conséquences. J'ai été diagnostiquée spasmophile, puis fibromyalgique. Je souffre également d'une hernie discale cervicale, de migraines accompagnées suite à une fracture du crâne. Mais l'anxiété et ses symptômes restent aujourd'hui mon principal problème. Chercher à m'en sortir sans médicaments m'a conduite jusqu'à vous. Aujourd'hui, je partage ma vie avec un homme formidable. Mes enfants et beaux-enfants sont adorables et j'ai une existence apaisée. Mais l'anxiété vient gâcher ce bonheur. Déjà, je suis heureuse pour toi, pour cette situation. Je sens dans mon corps un soulagement à lire ces mots. Qu'aujourd'hui, t'as une personne de soutien et qui est source de sécurité dans ta vie. Et tu continues en me demandant, puis-je m'en sortir à mon âge ? Je ne ressens pas de colère envers mon père. Je pense, peut-être à tort, être à l'origine de certains de mes choix de vie. Pensez-vous qu'en parler avec lui pourrait m'aider ? Merci pour votre aide, vos podcasts me sont précieux et j'apprécie votre savoir ainsi que votre bienveillance à chaque écoute. Ok, merci pour tes mots. Je vais commencer par la question de l'âge. Je veux absolument commencer par ça parce que j'ai le sentiment que si on commence pas par ça, ça va un petit peu éliminer tout le reste dans le sens où la question puis-je m'en sortir, ça va conditionner tout le reste. En fait, si on croit pas qu'on peut s'en sortir, qu'on peut guérir, qu'on peut aller mieux, tout ce qu'on va faire ensuite, s'il y a cette croyance sous-jacente que de toute façon ça va pas marcher, ça va être compliqué. Donc je commence avec ça et je veux absolument commencer avec cette note positive, si je peux l'appeler comme ça, et vraiment d'espoir, puis m'en sortir à mon âge, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui on connaît le phénomène de neuroplasticité, la capacité de notre cerveau, donc qui fait partie du système nerveux central, et de tout notre système nerveux finalement, à créer. Et littéralement, c'est créé au niveau chimique et au niveau structurel dans le cerveau de ce qu'on appelle des nouvelles voies neuronales, des nouveaux chemins. Et donc ça, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça nous montre que au niveau physiologique, le changement va se faire et va pouvoir se faire. Et ce qui est intéressant avec la neuroplasticité, c'est que c'est un changement qu'on n'a pas besoin de maintenir par des efforts tout le temps. qu'on va devoir pratiquer au début. C'est comme la neuroplasticité, le meilleur exemple, c'est apprendre une nouvelle langue. Si je veux apprendre l'espagnol, ou je veux apprendre l'italien, ou je veux apprendre l'allemand, je dois pratiquer, je dois lire, je dois regarder des films dans cette langue-là, je dois être au contact de cette langue, après commencer à me mettre à parler avec quelqu'un de bienveillant, on va dialoguer, je vais chercher mes mots et tout ça, puis après, une fois que les mots, ils sont imprimés, hop, ça devient une seconde nature. Et c'est exactement la même chose au niveau du système nerveux. Ce qu'on a appris peut se désapprendre, et ce qu'on n'a pas eu l'opportunité d'apprendre, la sécurité, la connexion, une présence attentive, etc.,
peut s'apprendre. Pour se le donner à nous-mêmes, pour le recevoir, pour attirer ces personnes-là dans nos vies, etc. Donc absolument oui, on peut s'en sortir. Et ce, à tout âge. Pour ce que tu décris ensuite au niveau de la santé physique, je te renvoie vraiment vers l'épisode de la semaine dernière dans lequel je décris tous les mécanismes qui mènent à l'apparition de maladies chroniques à cause des traumatismes dans l'enfance. Et ici, je vais dire un mot sur la fibromyalgie en particulier parce que dans l'épisode 143, je n'en parle pas. Je veux transmettre une de mes croyances profondes sur le sujet et c'est que nous pouvons guérir. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours eu cette croyance de, pour moi, s'il y a une personne sur la planète Terre qui a guéri de quelque chose, c'est que c'est possible. Et c'est assez logique. Et peut-être que ça va activer certaines personnes dans ce que je dis ici, mais moi, je suis vraiment de la team croire avant de voir. Et je sais que c'est tellement difficile d'y croire. Quand on est fatigué, quand on est désespéré, quand ça fait longtemps qu'on se traîne certains maux physiques, des challenges de santé qui trouvent pas de résolution. Vraiment, là, en postpartum, j'ai eu une fissure anale pendant 1 an, avec la douleur, la fatigue qui va avec, la peur de manger, je devais m'occuper d'un bébé en même temps, je m'évanouissais après les tétés parce que je buvais que du bouillon et de l'avocat tellement j'avais peur de manger. Je parle depuis un espace très récent de grandes difficultés, de grandes souffrances. Avant ça, j'ai eu de l'eczéma pendant des années, depuis toute petite jusqu'à mes 25 ans, de l'eczéma à ne plus dormir la nuit tellement ça me démangeait, la peau qui faisait mal, d'être irritée tout le temps, de la douleur dans la peau. Pendant mes études, je me souviens que je pouvais même pas me concentrer sur ce que le professeur disait tellement ça me démangeait. J'étais désespérée. Donc vraiment, je sais ce que c'est que de vivre avec des maux chroniques et le désespoir et la fatigue et la lassitude qui viennent avec ça. Et encore une fois, ne me demandez pas pourquoi, une part de moi à l'intérieur n'a jamais cessé d'y croire. De croire que c'était possible de guérir. Et en ça, j'ai adoré le livre de Norman Doidge, c'est ce livre-là, le livre Guérir grâce à la neuroplasticité, parce qu'il parle d'histoire de guérison. Et dans Guérir grâce à la neuroplasticité, la toute première partie du livre est sur la douleur chronique. Et il explique très bien le mécanisme. Je vais lire un petit passage, je vous lis de la page 32. Il dit « L'apparition d'une douleur neuropathique est due à la réaction des neurones qui constituent les cartes cérébrales de la douleur. Toutes les parties externes de notre corps sont représentées au niveau du cerveau dans des aires de traitement spécifiques nommées cartes cérébrales. Dès que l'on touche une partie du corps, l'aire qui lui correspond sur la carte cérébrale entre en activité. Ces cartes de la surface corporelle sont organisées de façon topographique, ce qui signifie qu'en règle générale, les surfaces adjacentes sur le corps le sont également au niveau cortical. Quand les neurones des cartes de la douleur sont endommagés, ils actionnent constamment de fausses alarmes, donnant l'impression que le problème vient du corps, alors qu'il se situe en grande partie au niveau du cerveau. Bien que le corps soit guéri depuis longtemps, le système de la douleur, lui, reste actif. La douleur intense a développé une deuxième vie, elle s'est transformée en douleur chronique. Voilà, et dans le livre, il raconte l'histoire du docteur Michael Moskowitz qui a développé toute une méthode qu'il appelle le reprocessing de la douleur et qui a aidé des milliers de gens à se libérer des douleurs chroniques. Bref, je voulais partager cette ressource, je voulais te partager cette ressource. Je sais qu'on veut pas toujours entendre des conseils quand on est fatigué, un peu désespéré ou très désespéré quand t'as des problèmes de santé. Et en même temps, pour rencontrer la modalité qui peut-être peut faire quelque chose pour nous, il faut bien que quelqu'un nous en parle. Dans ton témoignage, tu dis aussi, Cathy, que je sens que t'es très consciente de l'aspect transgénérationnel des choses. Hein, tu parles de tes parents, de ton éducation. Et ici, c'est très important d'avancer par étapes bien distinctes, selon moi. Quand on parle de choses transmises, il y a toujours un petit peu cette course au pardon. Ou tiens, est-ce qu'il faudrait que je parle avec ma mère, avec mon père? Fondamentalement, qu'il y a une part de nous jeunes, cette part de nous enfants qui veut trouver une résolution et qui veut que le lien soit apaisé. On a tellement besoin que le lien soit apaisé avec nos parents. Même si c'est pas le cas, il y a une part de nous jeunes qui a besoin de ça. Voilà, une fois adulte, le pardon est libérateur, absolument. Et donc c'est sûr, si on peut arriver là, au pardon, voire à la gratitude pour ce qui nous est arrivé, c'est superbe. Et en même temps, il faut que ce soit incarné, il faut que ce soit vrai, quoi. Que dans notre corps, on sente ça. Pour pas que ce soit encore un mécanisme de protection, un truc love and light, oui, c'est bon. On envoie plein de lumière à nos parents et à tous nos ancêtres et tout ça. Et puis ça, que voilà, un autre mécanisme de protection qu'on colle comme ça sur nos sensations pour pas les sentir et puis se convaincre que tout va bien. Donc faut pas aller trop vite. Et quand je dis pas aller trop vite, ça peut prendre des années. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas. C'est pas dans le sens que je dis pas on n'y arrivera pas dans le sens d'un échec, hein, juste on n'arrivera pas à cette étape qu'est le pardon. Et c'est comme ça. Donc on veut pas aller trop vite et pour ça il faut absolument faire de la place à la colère, au dégoût, à la révolte, parfois même à l'envie d'annihiler les personnes qui nous ont fait du mal.
C'est normal, hein, c'est humain. C'est des réponses défensives du système nerveux. Il faut qu'on ait pu compléter nos réponses défensives de survie dans le corps avant d'arriver à une idée quelconque du pardon, de se libérer, d'apaiser la relation, etc. Donc quand tu me dis que tu ne ressens pas la colère, pour moi c'est qu'il y a encore quelque chose d'un peu figé ou de dissocié à cet endroit-là. En somatic experiencing, dans le travail somatique, on appelle ça un sous-couplage. Ça veut dire que il y a des choses qui devraient être ressenties puis qui ne le sont pas encore. Et ensuite, si on peut arriver au pardon, là, ça nous permet de déposer le fardeau et de dire, ok, maintenant je suis plus consumée par ce qui m'est arrivé. Maintenant, c'est ma responsabilité de récupérer les compétences qu'on m'a volées. Exprimer mon opinion, faire des erreurs comme casser un verre, hein, tout en restant dans la gentillesse avec moi-même. Prendre soin de moi tout de suite quand je suis pas bien. M'autoriser la joie, le plaisir d'avoir une vie fluide, abondante, riche de santé. Tout ça, ce sont des choses qui sont pas encore accessibles aujourd'hui dans mon système nerveux. Je parle de quelqu'un sur le chemin, hein. Mais ok, maintenant c'est ma responsabilité, je vais m'employer à les récupérer. Voilà Cathy, je voulais insister là-dessus vraiment sur ces étapes bien distinctes. Il y a la révolte, hein. Ce qui m'est arrivé, c'est pas ok. Et que mes parents n'aient pas su faire autrement, c'est pas le sujet ici. Et ici, on doit s'assurer en thérapie. Alice Miller en parle très bien. Alice Miller qui a parlé de l'éducation noire, ce qu'elle appelle l'éducation noire, les humiliations, le silence, tout ce qui pouvait être imposé aux enfants, là. Elle insiste sur le fait en thérapie, avoir un thérapeute qui est notre allié. Pas quelqu'un de neutre. Et à ce stade de la révolte, parce qu'il y a beaucoup de conscience qui vient à ce stade-là, je crois que c'est très important. Puis il y a la colère, il y a l'étape de la colère. C'est pas ok. Et je me laisse sentir et ressentir dans toute la puissance de l'émotion colère que c'est pas ok la façon dont on m'a traité. Dans l'enfance et puis après aussi, dans ta vie, parce que tu racontais les difficultés rencontrées aussi par la suite. Et puis il y a les réponses défensives. Moi, ce que j'appelle le self-defense, hein. Je complète les réponses de mon corps pour me défendre. Pour moi, ici, à ce stade, le travail somatique, notamment la somatic experiencing, c'est un indispensable. On doit aller travailler avec quelqu'un qui sait travailler avec le système nerveux. Et ensuite seulement, la reconnaissance de l'aspect transgénérationnel et puis voilà, peut-être le pardon et la gratitude s'ils sont accessibles. Mais cette dernière étape, elle est peut-être, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, et elle doit être ni forcée ni pressée. Or, dans le développement personnel, c'est par là que tout le monde veut nous faire commencer. Mais il y a plein de choses qui viennent avant ça. Donc voilà Cathy, ce que je voulais te transmettre sur ce point. Merci pour le partage de ton histoire, vraiment. Et puis il y a Anka qui m'a aussi envoyé son histoire. Merci Anka de m'avoir écrit. Et tu me dis, j'ai 44 ans et je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Je vis en France depuis 22 ans. Ma profession, c'est éducatrice de jeunes enfants. Je suis née et j'ai vécu en Roumanie jusqu'à mes 22 ans. Père alcoolique, violent, avec ma mère, qui, elle, m'a déposée à mes 5 mois dans les bras de ma grand-mère maternelle, où j'ai grandi jusqu'au primaire, en voyant mes parents tous les 1 ou 2 mois. Mon éducation et celle de mes 2 frères, je suis au milieu, était basée sur la violence physique. De famille pauvre, je me suis toujours sentie à la marge à l'école. Petite fille seule, insignifiante, honteuse à la maison, avec beaucoup de stigmates, feignante, lente. Mes traumas m'ont rattrapée dès mon arrivée en France à travers mes fortes angoisses. Aujourd'hui, j'essaie de guérir, mais c'est long et dur. Ce que j'aimerais te demander, comment arriver à se motiver, à dépasser les résistances, à s'organiser, à avoir une rigueur pour pratiquer tous les exercices que tu m'as déjà partagés, lorsque je manque d'énergie, que je me sens tout le temps débordée, fatiguée. Je m'observe fuir les moments où je suis seule avec moi-même, sans écran, sans contenu. Et puis ces exercices sont-ils suffisants si vraiment on s'y tient ? Quelle autre méthode, technique, thérapie sinon ? Je suis suivie depuis 2 ans environ, et c'est ma thérapeute qui m'a envoyé le lien vers ton podcast. Je l'ai fait avec elle pour l'instant une séance de EMDR. Anka, merci pour ton partage. Je vais répondre à tes questions. Et peut-être je veux commencer avec ça. Tu sais, en lisant le vocabulaire que tu utilises, le champ lexical. Hein. Comment arriver à se motiver, dépasser, s'organiser, avoir une rigueur. Tout ça, c'est le champ lexical de l'effort. L'effort et la motivation, c'est 0,0001% de ce qu'on fait quand on travaille avec le système nerveux. Donc je veux déjà clarifier les choses ici et vraiment dire que ça ne viendra pas de cet espace-là. Le fait de vivre mieux, d'aller mieux, la guérison, ça ne viendra pas d'un espace de me motiver, me dépasser, avoir la rigueur, m'organiser, etc. Et la question de la motivation et de l'énergie quand on est épuisé, c'est une des plus fréquentes. Mais c'est une question qui nous garde dans un cercle vicieux. Ici, s'il y a un élément de mindset dans ce travail, il est là. On doit changer de mindset ici. C'est pas de là que ça viendra. Nous, on va parler de rester engagé et de respecter sa capacité. C'est pas pareil que d'être motivé, de mieux s'organiser, d'avoir de la rigueur, etc. Il y a quelque chose de l'ordre du cercle vicieux aussi parce que c'est vrai que ce qu'on va faire demande de l'énergie.
Ok, trouver les bons outils demande de l'énergie. Trouver le bon thérapeute demande de l'énergie. Et c'est sûr que dans une vie de famille bien remplie, une vie de maman aussi où tout le monde demande tout le temps quelque chose de nous, genre maman, tout le monde veut toujours quelque chose, ça peut vraiment pas être facile. Et il y a quelque chose qu'on oublie quand on parle du système nerveux autonome. C'est que le système nerveux autonome, il en veut pas plus, il veut moins. Il veut plus simple et pas plus compliqué. Il veut plus facile et pas plus difficile. Il veut moins de pression du temps, pas plus d'organisation. Et surtout, pour se réguler, il n'a pas besoin de plus d'efforts. Il a besoin de plus de cohérence. Laisse-moi m'arrêter un petit peu sur ce mot de la cohérence. C'est quoi la cohérence? Le principe de cohérence, c'est de mettre les choses ensemble, qu'elles fonctionnent bien ensemble, en connexion. Dans le corps, tout est en cohérence. Le cœur travaille avec le foie travaille avec l'intestin, les poumons oxygènent le sang que le cœur propulse, les reins filtrent ce même sang pour en éliminer les déchets, etc., etc. Dans la nature, on retrouve le même principe. Tout se manifeste avec cohérence. Presque, j'ai envie de dire dans la nature avec élégance, parce que les abeilles qui pollinisent les fleurs, qui nourrissent les arbres, qui vont abriter les oiseaux, qui dispersent les graines pour qu'il y ait d'autres encore plantes qui poussent. Il y a tout ça. C'est fou quand on y pense. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans notre système nerveux. De la cohérence, du rythme, de la connexion. La possibilité de retrouver ce rythme naturel entre activation et désactivation. Pour rappel, un système nerveux sain, il fait ça. Si vous me voyez pas à la caméra, je suis en train de faire des vagues là avec mes mains. Un système nerveux dérégulé, il fait des pics comme ça. Il monte super haut en hyperactivation, puis fou, il s'effondre. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver ces vagues. Vois comment tu peux trouver ça au quotidien. Retrouver ce flow. C'est la façon la plus puissante de travailler avec le système nerveux. Et parfois, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. C'est pas aller faire le prochain programme. Et bien sûr, moi je veux que tout le monde participe au programme Arise. Je crois profondément que c'est un programme qui change la vie. Je calculais, je disais waouh, en 2027, ce sera plus de 1000 personnes là qui ont traversé le programme Arise. Donc je sais qu'il transforme des vies. Et en même temps, la régulation du système nerveux, il y a plein de moments où c'est simple. On n'a pas besoin d'allumer l'ordinateur, on n'a besoin de rien faire. On a besoin de humer le parfum d'une fleur ou d'ouvrir la fenêtre. Là, tout à l'heure, le voisin est en train de préparer à déjeuner, ça sent vachement bon. C'est te balader juste toi, sans but, sans enfant dans les pattes. Te faire accompagner en thérapie somatique aussi 1 heure pour toi, c'est sûr. Pour que le thérapeute puisse te prêter son système nerveux puis t'accompagner dans la récupération de ses rythmes. C'est ce qu'on fait en somatic experiencing. Marcher sans but, tu sais. Juste des choses simples comme ça. Et ça m'amène à l'autre sujet que tu m'évoques et qui est celui de fuir la solitude. Il me parle personnellement beaucoup, ce sujet. Parce que quand la vie s'accélère, quand je suis activée, je fais ça aussi. Fuir la solitude parce que souvent, les moments de down, de plus calme, de ralentissement, où on n'est pas stimulé par d'autres personnes, où on n'est pas co-régulé non plus par d'autres personnes, c'est des moments qui sont propices à ce que l'anxiété revienne. Et donc du coup, on les fuit. Ici, j'aimerais te partager une petite technique que j'ai pour moi-même, parce que du plus longtemps que je me souvienne, du plus loin que je me souvienne, la solitude, ça a toujours été terrifiant pour moi. Même petite, je faisais mes devoirs dans le salon, j'étais très rarement toute seule dans ma chambre et tout ça, donc c'est quelque chose que pour mon système nerveux, qui a toujours été très difficile. Et en même temps, je sens qu'aujourd'hui, alors particulièrement depuis que Lila est née, j'ai besoin de ces moments seuls, de solitude. Mais vous savez, comme c'est genre, j'ai besoin d'un bain, j'ai besoin d'être seule et tout ça, puis après t'es seule, t'es dans ton bain, et puis t'es là juste avec ton activation en fait. Ce côté agréable auquel tu t'attendais n'est pas du tout là. Parce que juste pour ton système nerveux, c'est tellement pas familier que l'expérience n'est pas agréable. Et donc, il faut renouveler ces expériences qui sont régénérantes en soi, mais que notre système nerveux peut pas encore complètement accueillir. Donc, ma petite technique, c'est par exemple, si je vais dans la nature, seule, ok, je me dis, c'est moi et les arbres. Ou si je vais au parc, il y a d'autres gens, je fais, c'est moi et puis tous ces inconnus-là. Donc pour moi, je suis pas seule. Et du coup, je peux me demander, comment ça me fait me sentir? Comment je rentre en relation avec les arbres? Tiens, lui, il a perdu ses feuilles. Tiens, il y a des couleurs différentes. Et ça me permet de m'orienter dans l'environnement aussi. D'avoir des moments régénérants avec moi-même, en court-circuitant un petit peu, si tu veux, l'anxiété qui peut y être associée. Donc déjà, ça a l'avantage de me permettre d'aller dans le moment, au lieu de l'éviter. Et puis après, si je le sens au bout d'un long moment ou d'un court moment que tiens, il y a un peu d'activation, il y a un peu d'anxiété qui vient, et là je sors ce que sont mes outils, donc toutes les pratiques somatiques, l'orientation dont je parle beaucoup aussi dans le podcast, l'ancrage, l'interoception, juste écouter, ok, qu'est-ce qui est là pour moi, et donc ça me permet, et puis après voilà, de revenir un peu à moi, ce que je disais, qu'est-ce qui est là pour moi, et puis hop, revenir dans l'environnement, revenir vers l'arbre.
et faire cette pendulation, hein, ça s'entraîne, ça, entre moi et l'arbre, par exemple, ou entre moi et cette belle fleur que j'ai vue, ou entre moi et les enfants qui sont en train de jouer au square. Et puis après, tu peux faire des degrés. Tu disais, hein, tu parlais du contenu, donc va marcher avec un peu de contenu. Seul, mais avec un podcast, par exemple. Et puis après, seul et juste avec de la musique. Et puis après, seul, avec de la musique, puis tiens, oh, je me sens bien là, je vais couper la musique pendant 1 minute, puis voir ce que ça fait, d'être vraiment juste là avec moi. Puis tu fais des tests, tiens, commencer d'être seul avec moi-même en marchant, seul avec moi-même si je m'arrête de marcher. Prends-le comme une exploration, même, j'ai envie de dire, amène de la curiosité, mais presque j'ai envie de dire, amène du jeu. Vraiment cette curiosité de l'enfant, quoi. Et le dernier point sur l'EMDR, qui est superbe, hein, ça traite la mémoire traumatique, et après, selon moi, à compléter avec d'autres approches comme le travail somatique. Parce que, voilà, la somatic experiencing, par exemple, le travail vraiment, voilà, somatique avec le système nerveux, parce que tu travailles sur quelque chose qui était continu. Une éducation dans laquelle, enfin, c'est même pas de l'éducation, voilà, grandir avec des adultes qui sont violents, c'est pas un événement. Enfin, c'est pas un événement. C'est plein de micro-événements. C'est une atmosphère, c'est de la peur continue qui est absorbée par le corps, c'est la vigilance, c'est le fait de jamais pouvoir se déposer, c'est l'absence de confiance dans l'environnement et dans ceux qui sont censés prendre soin de nous. Donc, tout ça, en fait, on doit passer du temps dans le corps pour le détricoter. Et potentiellement, on doit y passer longtemps et répéter les pratiques en restant bien présente dans l'ici et maintenant pendant qu'on les fait. Le MDR, c'est exceptionnel et c'est très efficace sur les événements plus ponctuels. Quand on a quelque chose de continu comme ça, qui est de l'ordre du trauma développemental, hein, c'est ce que tu décris, c'est la caractéristique du trauma développemental, c'est que c'est pas un événement, c'est plein de micro-événements tout le temps. Et c'est une atmosphère. Là, le travail somatique, il est très important parce que ça s'est imprimé dans notre corps, tout ça. Donc voilà ce que je voulais te partager. Et si tu peux te libérer le plus rapidement possible de ce champ lexical, de la motivation, de la rigueur, de te dépasser, ça va pas venir de cet espace-là. Ok, remplace-le par « je vais être présente à mon système nerveux aussi longtemps qu'il faudra ». Voilà, merci infiniment. Et je vais terminer avec l'histoire de Camille, qui me dit « moi aussi je m'appelle Camille, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 petites filles de 4 et 6 ans, une enfance hautement traumatique dans une famille incestuelle, avec un papa incestueux, mais pas vis-à-vis de moi, et violent envers ma maman. J'ai assisté à des scènes de violence terribles, notamment à 3 ans, durant lesquelles ma mère m'appelait au secours. Bien évidemment, j'étais tellement terrorisée que je n'ai pas bougé de ma cachette. J'ai grandi avec ces scènes en tête et je garde encore aujourd'hui un sentiment diffus de culpabilité de ne pas être allée aider ma mère. Pourtant, j'ai 20 ans de thérapie derrière moi. Je me suis coupée de mon corps, même si je l'écoute beaucoup plus aujourd'hui. J'ai du mal à le remettre en mouvement, comme si une part de moi se disait « à quoi bon ?» J'évolue, encore aujourd'hui, malgré tout le travail très positif que j'ai fait pour évoluer dans ma guérison, dans un sentiment d'insécurité diffus lui aussi. J'ai l'impression que tout est insécurisant autour de moi. Je suis sociable, mais je suis régulièrement déçue en amitié. En amour, j'ai attiré des hommes eux aussi profondément insécurisés et immatures. Je cherche à remettre ce corps en mouvement, à retrouver un sentiment de sécurité intérieure solide et ancré. Ma tête sait qu'un travail sur le système nerveux est nécessaire. Mon corps ne suit pas. Quel premier pas régulier mettre en place pour sortir de l'inertie? Merci pour ton histoire, Camille. Je veux vraiment déjà te dire que je te vois et que je peux tellement sentir à travers ton écrit tout ce que t'as fait jusqu'ici pour aller mieux, pour essayer de libérer la petite Camille à l'intérieur de toi, de ces empreintes qui sont terribles et qui viennent avec la peur, la culpabilité et tellement d'autres sensations, émotions, images qui viennent avec les expériences traumatiques, qui s'invitent en nous. Et t'as mis exactement le doigt sur cette frustration immense de tellement de personnes aussi qui s'engagent en thérapie. Je sais, tu dis j'ai 20 ans de thérapie derrière moi, donc j'imagine que tu sais plein de choses et que t'as compris plein de choses et que t'as sûrement compris même tout en fait dans ton système, tous tes schémas, tout. Je sais, mais mon corps ne suit pas. Et je veux valider aussi vraiment la façon dont tu décris ton expérience. Tu sais, tu parles d'un sentiment diffus. Là, un sentiment d'insécurité diffus. Et ça, ce que je disais tout à l'heure à Anka sur le trauma développemental, c'est tellement spécifique à ce trauma développemental que c'est pas cet événement marquant, c'est tout mon continuum, c'est le continuum de ma vie en fait, où j'étais jamais en sécurité. Et donc c'est ça qui s'est imprimé à l'intérieur. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça m'a marqué dans ton écrit, ce sentiment d'insécurité diffus. Et donc voilà, je sais, mais mon corps suit pas. Donc je sais dans ma tête, mais dans mon corps, il y a toujours ce sentiment d'insécurité diffus. Et ça, c'est vraiment l'écart classique, si je veux dire, entre, voilà, le cortex préfrontal, et puis tout ce qui est derrière et tout ce qui est dans le corps, le système nerveux. Et en vrai, c'est pas vraiment que le corps ne suit pas. J'aimerais reformuler ça ici parce que pour moi, c'est 2 choses. La première chose, c'est que le corps, il a un autre rythme que la tête. La tête, c'est le conscient,
Le corps, c'est le subconscient. La tête, c'est le système nerveux central. Le corps, c'est le système nerveux autonome. Le corps a plein d'instances. Il est plus rapide que la tête. Quand il faut nous tirer d'affaire, quand il faut courir pour sauver sa peau, quand il faut se battre, quand il faut se dissocier, le corps il passe pas par la tête, il est beaucoup plus rapide. L'amygdale elle est beaucoup plus rapide, elle le fait tout de suite de nous sortir d'affaire. Donc le corps, à plein de moments quand on est en danger, il est beaucoup plus rapide que la tête. Mais ensuite, et ça c'est mon deuxième point, ce qu'on fait c'est qu'on essaie d'utiliser uniquement la tête pour résoudre quelque chose qui s'est passé dans le corps. Parce qu'on aimerait bien pouvoir ne pas aller dans le corps. Parce que ce qui s'y passe est trop intense pour nous. Mais c'est l'inverse. C'est la tête qui suit pas. La sagesse, elle est dans le corps. La vérité, elle est dans le corps. Pas l'inverse. Alors, oui, peut-être que le corps est plus lent, mais on doit inverser le processus ici. Et c'est pour ça que je me permets cette reformulation, parce que sinon on va pas avancer. Et c'est ce qu'on fait dans les modalités de travail somatique. C'est, pendant que tu me racontes quelque chose, je vais énormément te ralentir. Si j'étais en séance avec toi, je vais énormément te ralentir pour pouvoir traquer ce qui se passe dans le corps, puis on va s'arrêter à chaque fois. Attends, ok, quand tu me dis ça, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc on inverse en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ok. Et ça a quel sens pour toi? On va, comme je vais utiliser ce mot obligé, mais on va inviter notre tête à se mettre au rythme du corps. Là, tout change. Tout change. Tu parles de sortir de l'inertie. Moi, si je traduis ça en langage système nerveux, ça me parle de filement. Et peut-être que tu le sens à plein d'endroits dans ta vie, le filement aussi sur ton chemin de guérison. T'as peut-être du mal à te résoudre, à faire certaines pratiques que t'aimerais bien faire, des pratiques somatiques ou d'autres, ou même, je sais pas, peut-être du yoga ou de la danse libre, ou qu'est-ce que tu veux, choses que t'aimerais faire pour remettre ton corps en mouvement. Peut-être aller vers les autres avec confiance aussi, c'est un mouvement, ça. Dès qu'il s'agit du corps, c'est difficile. Et c'est ce que fait le figement. Donc la première étape, c'est celle de la conscience, et t'es déjà vraiment bien avancé sur cette étape-là. Ce que tu peux continuer à faire pour cette étape-là, c'est peut-être écouter les épisodes de podcast spécifiques, donc les épisodes sur le nerf vague, les conséquences des traumatismes dans l'enfance sur ton système nerveux autonome. T'as besoin de tout ça encore et encore pour te rassurer et donner du sens à ton expérience, valider ton expérience. Je te propose de faire ça pour te sortir en fait de ce truc de mon corps ne suit pas, et vraiment pouvoir intégrer à l'intérieur de toi, parce que tu comprends les concepts, et on peut utiliser un peu notre tête à cet endroit-là, parce que tu comprends comment fonctionne ton système nerveux autonome, voilà, à quel point le nerf vague est extraordinaire, comment ça fonctionne l'attachement et tout ça, et te dire mais waouh, il y a eu tellement de manquements en fait tôt dans la vie que mon corps il est encore c'est ce qu'il me dit en fait, c'est ce qu'il me communique. Ton système nerveux aujourd'hui fonctionne à merveille avec ce qu'il a reçu. Après, absolument, la deuxième étape, c'est d'aller rencontrer ton corps où il est. Pas mon corps ne suit pas. Ok, il est où là? S'il suit pas, ok, il est où? Je vais aller là où il est. S'il est à l'étape des micro-mouvements, parce que le mouvement c'est pas encore possible, c'est ça que tu vas faire. Engage le dialogue aussi. Déjà, juste toi et ton corps peut-être au quotidien, quelque chose de simple ici aussi. Ensuite, via le travail en thérapie somatique, absolument, mais tu peux déjà poser des questions par exemple à ton corps. Pour tout le monde ici, engager le dialogue, écouter, localiser ce qui se passe, tiens, ok. Qu'est-ce que je sens là? Est-ce que je sens quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui attire mon attention? Est-ce que je sens de la tension quelque part? Est-ce qu'il y a des contrastes de température? Comprendre le message du corps. Qu'est-ce que tu essaies de me dire là? De quoi est-ce que tu as besoin? Ah tiens, il y a telle sensation. C'est une sensation nouvelle ça, ou c'est une sensation que je connais bien? Puis après tu peux explorer le mouvement. Ah, vers quoi est-ce que j'ai envie de bouger? Ah, est-ce qu'il y a un geste que j'aimerais faire? Qui a aucun sens, mais tiens, je vais faire le geste. Si cette tension elle pouvait se relâcher un peu, ça serait comment? Puis après t'adresser au corps, tiens. Ok, de quoi t'as besoin? Je t'ai demandé de quoi t'as besoin, est-ce que tu te sens entendu là? Si je t'accordais plus d'attention, il se passerait quoi? Qu'est-ce qui changerait peut-être? Voilà, vraiment poser ces questions avec la curiosité et sans chercher une réponse immédiate. Déjà parce que le corps il répond pas avec des mots, il répond souvent avec des sensations, des images, des souvenirs peut-être. Je t'invite à écouter l'épisode 47 du podcast sur le langage du système nerveux. Donc voilà, avec sans attente, et commencer à engager ces questions, commencer à engager le dialogue. Et puis je vais terminer sur le sujet de la culpabilité de l'enfant. Même si tu le sais sûrement, que un enfant de 3 ans est neurobiologiquement incapable d'agir autrement que ce que tu as fait. T'as réagi comme tu pouvais. Le dernier livre de Ludovic Leroux, comme ça je fais la promotion pour son livre. Coucou Ludovic. Il s'appelle Quand on peut, on veut. C'est sur le système nerveux. Quand on peut, on veut. C'est pas quand on veut, on peut. Et là, tu ne pouvais pas venir en aide à ta maman. Ton système nerveux t'a protégé. Et donc, tout en faisant de la place à tout ce qui est là pour toi, en lien avec ça, est-ce que tu peux voir ça aussi? Est-ce que tu pourrais créer un peu d'espace à l'intérieur de toi aussi pour ça? Aussi pour mon système nerveux m'a protégé. Peut-être le remercier pour ça. Et vraiment sur ce sujet-là en particulier, le travail avec les parts de soi, il est intéressant. La modalité de l'IFS dans le Family Systems. Tu pourrais aller voir cette part
qui porte encore de la culpabilité et lui a enlevé ce fardeau-là. Voilà Camille, ce que je t'aurais dit si on allait prendre un café ou un thé ensemble. Et pour terminer, je veux rappeler une généralité mais qui fait jamais de mal de se rappeler. Quand on grandit dans ces environnements-là, dans un désert émotionnel, moi j'aime bien parler aussi de désert de sécurité. Un environnement où les émotions, les sensations, les expériences de l'enfant sont ni accueillies, ni reflétées, ni safe en fait, ni sécurisées. Les conséquences, elles sont profondes. Même quand il n'y a pas eu de violence ou d'abus visibles, ou même si les abus sont pas dirigés directement vers nous. Aujourd'hui, la psychologie du développement, la théorie de l'attachement, les neurosciences, tous ces domaines-là disent la même chose. Un enfant, il a besoin non seulement d'être nourri physiquement, mais il a besoin d'être nourri émotionnellement, aussi physiologiquement, via ce mécanisme où l'enfant emprunte littéralement le système nerveux régulé de l'adulte censé s'occuper de lui pour se sentir en sécurité puis développer sa propre capacité à retrouver la sécurité. Il a besoin de tout ça, l'enfant, pour construire un système nerveux qui est stable, pour construire une identité aussi de soi qui est solide et puis une capacité saine à entrer en relation. Et ce qui est particulier avec les traumatismes dans l'enfance, c'est que l'enfant, il s'adapte énormément. Et normal parce qu'il connaît rien d'autre. Et parfois, c'est même invisible. C'est pas vraiment de la violence, c'est plutôt de la négligence. Ce qui est tout aussi intense pour l'enfant qui est livré à lui-même. Et puis après, ces enfants devenus adultes, ils disent « Non, mais j'ai manqué de rien. Mes parents ont fait de leur mieux. » C'est pour ça que je disais, faut pas presser le pardon, hein. Mes parents ont fait de leur mieux. Oui, mais c'est pas le sujet. Votre mieux, c'était pas assez. Mon enfant, c'était normal. Il y en a qui ont vécu pire. Et puis pourtant, c'est ces mêmes adultes qui ressentent tout ce que vous décrivez. Cathy, Anka, Camille. De l'anxiété. Se sentir vide à l'intérieur, c'est hyper dur d'être avec soi-même. Parce que personne n'a jamais été avec nous. Personne n'a jamais été avec nous pour être un guide de notre monde intérieur. On a besoin d'un guide de notre monde intérieur avant de développer la capacité à être seul avec notre monde intérieur. Donc on fuit ces moments de solitude, bien sûr. Une difficulté à écouter le corps. Dans les relations, le sentiment de jamais attirer les bonnes personnes. Hein, puisque le subconscient, on le sait, il cherche à rejouer les situations pour trouver une résolution. Et ça peut prendre la forme de, voilà, être à nouveau avec des personnes violentes ou se sentir dépendante, avoir peur d'être rejeté, avoir du mal à demander de l'aide, une grande solitude aussi qui est ressentie même quand on est en relation. Bref, les conséquences sont lourdes. Sur le sujet des relations, je recommande l'épisode 133 et de façon plus générale les épisodes 106 et 125 aussi du podcast. Et je veux dire que je continuerai sur le sujet des traumatismes dans l'enfance dans le prochain épisode. Merci Cathy, Anka, Camille d'avoir partagé votre histoire. Merci à tous, à toutes pour votre confiance, nouvelle ou renouvelée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.